n'est pas à la recherche de la grosse équipe très start-up. Tu sais, les gens sont fiers de dire là on est 300, rester une petite équipe, mais quand même faire du cash. On se considérait comme les Michel Augustin cool, tu vois. LinkedIn, je peux pas, je peux plus. Dès Dear Musli, en fait, on parlait déjà de santé mentale. J'expliquais souvent que j'avais eu un burn-out, etc. Pendant Dear Musli, t'as eu... Pendant Dear Musli, ouais. Okay. Tout le monde connaît Lucky Day. Et vous, sur votre podcast Lucky Day, vous mettez en avant des profils que les médias, on va dire, traditionnels ne mettent pas en avant, des profils entrepreneurs. Mais on ne connaît pas forcément vous, votre histoire. Donc, est-ce que tu peux me parler de vous, qui vous êtes? Ok, c'est marrant. Alors, c'est marrant parce que la plupart des gens, ils ne nous connaissent pas à l'origine par Lucky Day, ils nous connaissent par Dear Musli, qui était notre première start-up, tu vois. Beaucoup de gens qui nous suivent sur Lucky Day nous suivent parce que Dear Musli. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, mais tout le monde connaît Dear Musli, quoi. C'est ça le truc. Et tout le monde connaît Dear Musli qu'on a arrêté, mais ensuite on a bifurqué sur Lucky Day. Et en fait, nous, on est des fondateurs de start-up. Du coup, on a créé notre première boîte ensemble avec Bakang. On a créé Dear Musli, une marque de céréales sur mesure. C'était une food tech entre 2014 et 2020. Okay. Quand tu dis sur mesure? Sur mesure, c'est-à-dire que ce que les gens faisaient, c'est qu'ils allaient sur notre site, qui rentraient leurs informations nutritionnelles, leurs préférences, et on leur livrait des recettes faites sur mesure avec un algo. D'accord. Et en même temps, elle était vendue chez Monoprix, Franprix et Carrefour et tous ces magasins-là, tu vois, avec des recettes préfaites par nous. Donc donc on est des entrepreneurs et on s'est dit qu'on allait créer le podcast pour interviewer à la base des gens qui sont peu, ce que j'appelle des génies entrepreneurs à génie et à succès, qui sont peu interviewés. D'accord. Ça, c'était en fin 2019. Mais entre-temps, ça a quand même changé. Il y a quand même pas mal de podcasts qui se sont créés. Et nous, on interviewe et on discute avec des créateurs. D'accord. Des créateurs, que ce soit start-upers, entrepreneurs ou créateurs de business en général et aussi de contenu. D'accord, de créateur économique, quoi. Créateur économique, okay. Exactement. Et pourquoi vous avez affiné un peu la cible? En fait, on n'a pas affiné, on a élargi. Parce que, tu vois, nous, à la base, on est des gens qui connaissons tous ces entrepreneurs-là qui ne sont pas forcément mis en lumière. Mais en même temps, tu as beaucoup de podcasts qui se créent sur la même thématique que nous, parce que cette thématique-là plaît, et il y a beaucoup de gens beaucoup de podcasts qui sont inspirés d'une autre. Et des gens qui se disent « Ah bah moi aussi je vais faire mon truc où je vais interviewer des gens ». Et c'est une bonne chose, tu vois, donc je me dis on va continuer à faire ça. Mais il y a plein d'autres typologies de personnes qu'on veut targeter, et du coup on ouvre, tu vois, on parle des personnes interviewées qui sont peu interviewées, mais on a quand même, tu vois, des gens qui sont interviewés partout, tu vois. Bah, ouais. Sauf que nous, l'angle qu'on prend est souvent différent. Parce que, pourquoi notre angle est différent? C'est parce qu'on est entrepreneur aussi, et entrepreneur à la base. Donc on ne peut pas nous bullshiter, tu vois. C'est principalement ça. Ok. Et ce que j'aime bien, c'est que dans votre podcast, c'est directement actionnable. En fait, on en ressort avec quelque chose. On n'est pas sur raconte-moi toute ta vie, tout ton parcours, etc. Ouais. Ou quand ça l'est, c'est... ça a du sens. Ça a du sens, c'est ça. Tu vois, moi, j'ai découvert pas mal d'entrepreneurs grâce à vous. Et j'ai appris, j'écoute les épisodes limite avec un cahier, tu vois. Et est-ce que toi, tu as 3 tips que tu ressors là de ces 2 saisons? Vous avez fait 2 saisons? 3. C'est ça? 3 saisons. Là, ouais. Est-ce que tu as 3 tips que tu donnerais à un entrepreneur qui débute justement en sortant? C'est quoi les 3 plus grandes leçons que tu as prises? Les 3 plus grandes leçons, alors je dirais la première leçon, c'est, et mine de rien, je le vois jour après jour, être ultra focus. Et justement, ça va avec le personal branding dont on parlait, etc. Ouais, mais on va revenir être ultra focus sur ta mission en tant que personne,
Ensuite, la mission de ta boîte. En tant que personne, hein. En tant que, Qu'est-ce que tu appelles en tant que personne sur ton why, quoi? Ouais, ton why, mais surtout, voilà, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et surtout, à chaque fois, voir à quel point tu es aligné avec ta boîte et là où tu veux l'emmener. D'accord. Parce que souvent, tu peux te perdre. Et en fait, être aligné avec les valeurs de sa boîte, c'est hyper important. Parce que pour moi aussi, si tu n'es pas aligné avec les valeurs de ta boîte, tu vas perdre l'intérêt et la motivation, tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est faire quelque chose qui peut être scalable. Ok, d'accord. Pour les entrepreneurs qui veulent scaler. Est-ce que tu peux expliquer scalable pour ceux qui ne savent pas forcément? La scalabilité, c'est quelque chose que, par exemple, tu vas être une personne peut créer, alors on va dire, c'est plus dans la tech. Si tu as 3 téléchargements et si tu en as 3 millions, que ça ne te coûte pas en recrutement, par exemple, 100 personnes à embaucher. Okay, ouais. Alors que si tu as, ça c'est dans la tech souvent, tu peux passer de 1 à 1 million d'utilisateurs et être seul. Donc ça, c'est la première leçon. Mais juste pour revenir sur la scalabilité, là, vous interviewez beaucoup de gens, que ce soit dans la food, etc. Et c'est sur des choses pas forcément scalables. Bah, alors ça dépend vraiment. On interviewe des gens dans la food, on interviewe des gens dans le service, on interviewe des gens aussi beaucoup dans les produits. Ouais, dans les produits, ouais. Dans les produits, mais dans les produits, c'est scalable, tu vois. C'est scalable parce qu'une fois que tu as ton service de shipping qui est géré, etc., c'est scalable en fait pour toi parce que en fait, c'est plus toi qui le fais. Okay. Quand c'est plus toi qui le fais, j'ai compris. Ouais. C'est scalable, tu vois. Comme le jeu, justement, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais le jeu que vous produisez. Voilà, comme le jeu qu'on produit, tu vois, il est shippé par une autre entreprise, etc. Tu vois. Et par exemple, j'aimerais bien qu'on parle de Moonbite, tu vois, qui est notre nouvelle start-up food. Là, on va lancer nos glaces, par exemple. Les glaces, il faut que ça devienne scalable, tu vois. Et c'est scalable parce que c'est une fois que tu vends, en fait. Une fois que tu vends et que tu as ton logisticien, c'est lui qui te fait scaler, tu vois. D'accord, ok. C'est lui qui te fait scaler en étant la personne qui va gérer l'approvisionnement dans les magasins, etc. Tu vois. D'accord, et c'est comme ça. Et tu peux scaler en outsourçant ou en gardant en outsourçant. Ok. Et ça, c'est une leçon que tu tires du podcast, mais aussi que tu tires, j'imagine, de l'aventure Dear Muesli. De nos différentes boîtes et surtout de nos différentes rencontres. Tu vois, quand tu sais qu'il y a des boîtes où les mecs sont 3 et ils vendent je sais pas combien de produits par mois, par jour, et ils sont 3. Quand t'es potes avec des mecs qui ont des applications mobiles, les mecs sont dans leur chambre et genre ils ont 10 millions de téléchargements de leurs trucs alors que c'est un truc payant en plus, enfin tu vois. Et ça te fait réfléchir différemment. Ça te fait réfléchir. Moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert quand je suis rentré dans la tech, c'est vraiment ce principe de scalabilité où je me suis dit, bah oui, tu vois, avant j'avais une marque de vêtements où je faisais de l'événementiel et tu t'épuises. Et nous, tu vois, le but avec le podcast aussi, c'est de montrer aux gens qui ne sont pas dans cet univers que ce qui est important, s'ils le veulent bien évidemment, c'est cette scalabilité. C'est pouvoir justement, si c'est en phase avec leurs valeurs, mais c'est de pouvoir vendre plus en ne s'épuisant pas, tu vois. Et tu vois, voilà, c'est vraiment d'apporter la tech à aussi une population qui n'est pas forcément tech et qui n'a pas forcément ces codes-là à la base, tu vois, pour qui ce monde est assez opaque, tu vois. On veut les faire rentrer dans ce monde-là. Bien évidemment, on parle aussi aux gens qui sont déjà dans le monde de la tech. Y en a plein qu'on a interviewé qui écoutent notre podcast déjà depuis longtemps, tu vois. Mais on aime bien en fait être le mix parce que ce mix-là correspond à qui on est et correspond aux gens qu'on côtoie.
on côtoie aussi bien les gens de start-up que les gens qui sont dans l'entrepreneuriat plus classique, que les gens du service. Et en fait, c'est ça qu'on kiffe. Parce que les startups, c'est 1% des types de business, hein, ou un truc comme ça, tu vois. La plupart, c'est des PME, TPE, et en fait, et c'est aussi des créatifs qui créent leur propre truc, et c'est eux qu'on a envie de motiver à scaler. Okay. Tu vois. Donc, la première leçon, c'est la mission. La mission, la deuxième, c'est la scalabilité. Et la troisième la troisième, s'entourer de la bonne équipe. Ça revient beaucoup dans les missions. Ah ouais, l'équipe. S'entourer de la bonne équipe, parce qu'en vrai, quand tu regardes bien, le recrutement, c'est ce qui te fait passer au niveau supérieur. Tu vois, on parle souvent avec Kelly Massol des Secrets de Loli. Elle a embauché son DG. C'est son DG qui l'a fait exploser. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le mec, il avait le bras long, l'expérience, etc. Et là, elle en est là où elle en est aujourd'hui parce qu'elle a fait un bon recrutement. C'est ça. Et puis souvent, c'est se dire, je suis peut-être bon dans ce que je fais, mais il y a peut-être meilleur et quelqu'un qui va passer ma boîte à un autre level. Quoi. Exactement. Et en fait, ça, c'est hyper important, tu vois, de bien recruter. Nous, avec Moonbite, là, quand on aura fini, on arrivera à recruter, notre premier recrutement, il sera crucial parce que l'argent, tu le mets dans ce qui est important. Et ce qui est important, c'est délivrer, sortir des produits, vendre, tu vois. Et nous, le premier recrutement, ça sera hyper important, tu vois. Donc le recrutement, c'est le troisième tips parce que l'équipe, quoi. Quand tu peux avoir une équipe, l'équipe, il faut avoir des personnes qui soient motivées et surtout qui peuvent te tirer vers le haut, quoi, tu vois. Sur l'émission, on fait le parallèle entre sport, entrepreneuriat et art. Pour le parallèle avec le cyclisme, il y a 5 types de cyclistes qui existent. Donc je vais te les nommer et tu vas me dire lequel des 5 est ton frère. Ok. Donc il y a le grimpeur. Donc le grimpeur, c'est celui qui est doué dans les portions de route à ascension longue en montagne. Le sprinter, donc j'imagine que tu comprends, c'est celui qui va vite. Le rouleur, c'est celui qui a une cadence un peu élevée, mais pendant très longtemps. Le puncher, donc lui c'est explosif dans les derniers kilomètres. Et le polyvalent, celui qui sait un peu tout faire. Donc toi tu penses que Bakang c'est lequel? Je pense que c'est un mix, mais c'est un rouleur. C'est un rouleur, ok. Donc dans les derniers kilomètres... Non, le rouleur c'est celui qui va vite. C'est celui qui va vite, ouais, mais pendant en plateau, quoi, qui reste constant dans son effort. Moi, je suis polyvalent. Polyvalent, ok. Ouais, je suis quelqu'un qui est très polyvalent. Alors, j'ai des sujets que j'affectionne plus. Je suis quand même assez Lesquels, bon. par exemple Je suis fasciné par l'humain. Et j'aime comprendre tout ce qui le fait tiquer. Et donc, ça passe aussi bien par... souvent, je parle d'alimentation, ce que tu manges. Mais quand je parle d'alimentation, c'est pas forcément seulement physique avec de la nourriture. C'est la food, c'est aussi ce que tu regardes à la télé. Pour dire Musli, comment l'aventure elle s'est finie et qu'est-ce que tu en as retiré pour les nouvelles... Parce que moi, je vous considère comme des serial entrepreneurs au final. Parce que là, vous avez Lucky Day, vous avez Ça reste entre nous, qui est un jeu de cartes, un jeu de société. C'est un jeu de cartes, ouais, qui facilite des conversations. C'est ça. Et Moonbite. Et Moonbite qu'on lance vraiment officiellement avec le crowdfunding, etc. Le gros produit qu'on a lancé, c'est des glaces véganes bonnes pour la santé. D'accord. Tu vois, donc food tech encore. Mais justement avec une dimension humain et produit. Donc c'est plus tourné vers les autres plutôt que tourné vers nous en tant que fondateur, tu vois. Est-ce que tu penses que Dear Musli, c'est peut-être ça aussi le parallèle sur Dear Musli, c'était plus tourné sur vous? Dear Musli, c'était plus tourné sur nous parce qu'on était, on était, comme je disais tout à l'heure, un peu à l'origine du côté personal branding sur les marques, etc. Tu vois. Après Michel Augustin, bien évidemment, et tout, mais on se considérait comme les Michel Augustin cool, tu vois. Et quand on nous comparait à eux, on disait, mais non, vas-y, on n'est pas comme eux, nous, tu vois. Parce que nous, nos modèles sont plus américains. Okay. Tu vois, c'est toujours les US, nous, tu vois.
Et quand tu regardes les marques qui se lancent en France, c'est souvent inspiré des US, mais comme les Français, certains, en fait, ils vont pas voir la référence, ils vont dire « Ah, c'est trop bien !» Ouais. Mais Donc vous aviez cette inspiration Quinry. ouais, et, nous, c'est Quinry, on a vécu aux États-Unis, etc. tu vois. D'accord. Et vous avez ramené ce truc personal branding. Et c'est vrai, ce que tu me disais tout à l'heure en off, c'est que vous avez été les premiers à développer ce personal branding. On a été parmi les premiers, en tout cas, à le faire aussi fort, tu vois. On a créé le compte, les Muesli Boys, le concept, tu vois. Vraiment, c'est ce qui plaisait aux gens. Et du coup, avec Moonbite, on va être obligé de le faire un petit peu. Pour notre crowdfunding, il faut montrer qui est derrière, etc. Et il y a le côté empathique qui est important. Engager la communauté. Engager la communauté, mais voilà, une fois que cette communication-là est passée, on va vraiment se focus sur le produit et les gens, les autres, la communauté, tu vois, qu'on est en train de créer. Et la différence avec Dear Muesli, alors Dear Muesli, pourquoi on a arrêté? Problème d'investisseur, c'est un mix de problème avec un investisseur, plus on a fait un choix stratégique qui n'était pas forcément le bon. Du coup, on lève des fonds et on décide vraiment de créer cet algo qui nous coûte hyper cher parce que justement le recrutement n'était pas forcément le bon. Et on a voulu être trop tech. D'accord. Alors qu'il n'y avait pas besoin pour ce qu'on essayait de faire, en tout cas au début, tu vois. On aurait pu faire beaucoup plus simple, économiser de l'argent, mais on voulait absolument recruter des bêtes qui étaient en fait pas si forcément bonnes que ça, tu vois. Ah, c'est hyper intéressant. On a pris des doctorants en plein de trucs, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plus simple à faire. Tu penses que c'est un biais parce que vous étiez dans la Startup Nation, dans la tech? Bien sûr. Du coup, vous êtes dit, on fait comme les startups, quoi. Bah, on s'est dit, on est une startup, on est tech, on va prendre un data scientist pour faire nos trucs. Alors qu'en vrai, il y a des boîtes en Ukraine qui peuvent te faire ça, ils te le font, enfin, tu vois ce que je veux dire? Okay. Et on a voulu être trop tech et ça coûte énormément d'argent, surtout en France. Et c'est sur ça que ça nous a coûté trop d'argent, tu vois. Et du coup, au lieu de se concentrer aussi sur la distribution, et on a préféré se focuser que sur vente en ligne, alors qu'on aurait pu faire les deux, et surtout, tu vois ce que je veux dire? Et là, en gros, pour Moonbite, on ne fera pas la même erreur, en tout cas, on va essayer de ne pas la faire, parce qu'on sait que quand tu vends des glaces, le cœur, c'est la distribution, c'est être vendu en magasin. Et du coup, mes apprentissages par rapport à Dear Muesli, c'est ça, c'est s'entourer de la bonne équipe, prendre vraiment les bonnes personnes, embaucher, être dur à l'embauche. Quand je dis être dur à l'embauche, c'est vraiment prendre du temps avant de recruter les gens, mais bien recruter. Donc on est monté à 21 personnes chez Dear Muesli, donc recruter moins, mais recruter mieux. Et là en fait, on n'est pas à la recherche de la grosse équipe, tu vois, très, très start-up en mode ouais, du coup, tu sais, les gens sont fiers de dire là, on est 300. On recrute, hiring, ouais, on est 300 et en fait, moi, je veux pas qu'on soit 300, tu vois. Ouais. Je veux... Elle fait mal à monter là. Ouais. Je veux qu'on puisse rester une petite équipe, mais quand même faire du cash, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça mon objectif. Et c'est ce dont je te parlais dans la voiture. J'ai l'impression qu'il y a un shift. Moi, je vous suis depuis le début et il y a un shift en termes de mentalité où vous étiez, comme je disais en intro, vous étiez les mecs, les chouchous, quoi, les gars que tout le monde connaît, tout le monde aime. Ouais. Et il y a un shift où vous, maintenant, vous êtes plus, ok, rentabilité, pas forcément levée de fonds déjà. Donc, dans un truc très basique business, quoi. Et je trouve ça cool. Et donc, il y a ça. Et bien-être, être aligné. Vous en parlez beaucoup dans le podcast de Lucky Day. On sent qu'il y a ce truc de ce besoin d'être aligné et de kiffer son process, quoi, sur le long terme. Parce qu'en fait, se cramer. C'est tellement dur, en vrai, de ne pas se cramer, surtout avec l'écosystème, tu vois, qui... tu sais, moi, par exemple, LinkedIn, je peux pas. Ouais. Je peux plus. Tu me l'as déjà dit, ouais. Je peux plus parce que c'est obligatoire. Enfin, je vais dessus pour poster des trucs, mais
je vais plus... En fait, j'ai pas envie de passer du temps sur LinkedIn à lire les posts des autres. Je m'en fous. Et en fait, ça me saoule d'être dessus. Donc, Mais c'est dû à quoi? Parce que j'ai l'impression que tu t'éloignes de ce truc start-up, etc. bah en fait, pour être focus, il faut être focus. Pour être focus, il faut être focus sur soi et pas sur les autres. Et en fait, c'est pas que je m'éloigne, mais c'est que je me focus sur moi et sur ce que je veux vendre, tu vois. Genre, je vais éteindre mon téléphone, par exemple, sur mon téléphone, j'ai retiré LinkedIn. Parce qu'en gros, ça me sert à quoi en dehors de poster mes trucs? Faire de la prospection, ok, mais quand j'ai besoin de faire de la prospection, je vais dessus et je vais en faire. Mais en dehors de ça, j'ai besoin de faire quoi? Est-ce que j'ai besoin d'aller commenter les trucs des gens qui disent j'ai tout perdu et après ils finissent par dire on a fait 10 millions de chiffre d'affaires, trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous. Je m'en fous de ça, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, LinkedIn, ça devient un truc ego trip de personal branding. Et ça me correspond pas. En tout cas, en ce moment, ça me correspond pas. Ça me correspond plus. Et sachant que j'étais grave là-dedans. C'est ça, c'est ce qui est intéressant. Vous avez été, comme je disais, les premiers, le truc. Vous avez nourri ce truc-là. Je pense pas sur LinkedIn. Sur LinkedIn, si, on Si, postait sur LinkedIn, quand même, ok. Mais en tout cas, ouais, vous faites partie des premiers. Et ce retournement un peu de vision, tu vois, je trouve ça hyper intéressant, Bah, quoi. ouais, c'est en fait, c'est vraiment, c'est qu'est-ce qui est important, en vrai? En vrai. Est-ce que LinkedIn, c'est important? C'est important pour faire du business, pour contacter les gens, tu vois, je le fais, je fais la prospection. Mais lire la vie des autres, je m'en fous. T'es sur ChatGPT, là, Ouais. tout le Tout le monde monde a fait un post dessus. a fait un post sur les trucs, ils ont tous repris les trucs des Américains. Ouais, c'est clair. Ils ont copié les trucs des Américains pour machin. Hey, est-ce que tu l'utilises, toi? Moi, c'est ça. Moi, ChatGPT, on en a parlé un petit peu, nous, sur Lucky Day, podcast, etc. Mais on l'utilise tous les jours. Ok. Tous les jours, on crée des articles de blog pour le jeu. Ça reste entre nous, qu'on envoie, qu'on met sur notre site parce qu'on veut rediriger les gens qui vont taper des mots-clés qui sont sur notre site, etc. Tu vois? J'ai fait 15 articles sur la santé mentale, etc. qui renvoient à notre site. Je l'ai fait avec ChatGPT, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, il y a parler d'un truc et l'utiliser. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'un truc, Qui veulent prendre la hype. ils prennent la hype, mais ils l'utilisent pas. Et alors qu'il y a grave du business à faire, tu vois. Moi, je vais pas faire du business avec ça forcément, mais il y a ce truc où, voilà, il y a des fois, il vaut mieux moins parler et faire tes bails. Si tu regardes tous nos potes ou nos connaissances du monde entrepreneurial, quand ils sont focus, ils parlent pas trop. Hein. Et après, ils vont annoncer on a levé 20 millions. Alors là, on va faire un truc. Normalement, pendant 20 jours, on va faire une vidéo par jour. Qu'on postera sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça, c'est une campagne, c'est une stratégie spécifique. Exactement. Okay. Non, mais je comprends. Tu vois, c'est comme ça qu'on préfère bosser. Et ça vient peut-être aussi des échecs, parce que est-ce que tu considères Dear Musli comme un échec, tu vois? Ah non, 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 clairement pas. Okay. Non, c'est une expérience. Tu sais, Dear Musli, on a fait des erreurs, on a appris, mais c'est en quelqu'un un échec. Si tu vois, ils sont rares les gens qui ont fait que des réussites avant d'arriver à leur... Totalement. Tu vois. Totalement. Donc, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. On a appris énormément. En 5 ans de boîte, on a embauché des gens, viré des gens, levé des fonds, rencontré... Enfin, tu vois ce que je veux dire? De fou. Était une référence dans le monde de la food en France, etc. Machin. On a gagné de la valeur de ouf sur le marché du travail, tu vois. Bah oui. Donc c'est une réussite. Bah oui. Mais on n'est juste pas allé au bout. Mais tu vois, on a un truc qui s'appelle la vie, et la vie te donne d'autres chances. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté start-up, etc. Mais il y a ce côté, tous les business que tu peux faire à côté. Tu peux faire plein de business.
tu peux créer plein de petits trucs qui vont te rapporter des fois plus d'argent qu'une ouais. startup. Là, je m'intéresse beaucoup au boring business, tu vois. Alex Hormozier, etc. Je sais pas si tu suis ou. C'est un carré? Ouais, c'est un carré, ouais. Non, je Un connais mec pas. très musclé. Ah oui, Et il te donne en fait tous les boring business, que ce Ouais. soit les laveries, les trucs. Oui, grave. Mais Et nous, et moi, je ressens, en fait, je comprends ce que tu dis parce que moi, je suis plus j'ai dans trop ça. intellectualisé Ouais. le business Ouais, pardon. en pensant que startup. Ouais. Startup. Et en fait, le podcast qu'on fait, c'est aussi pour ça, c'est pour montrer qu'il y a plein d'autres business où il y a des mecs qui sont pas sur le devant de la scène, mais ils font leur thune. Et en fait, je recherche pas la fame, tu vois. Je recherche juste à faire mes thunes, tu vois. Alors, bah, quand on a fait un petit jeu avec ton frère, parce que sur cet épisode, sur cette émission, pardon, on fait le parallèle entre sport, entrepreneuriat et business, et on considère que l'entrepreneuriat, c'est du sport de haut niveau. Je sais pas si tu es d'accord. Complètement Toi, d'accord tu es avec ça. sportif, du coup? Je suis sportif. Avant de venir ici, j'ai couru ce matin. Ok. Je cours tous les matins. Qu'est-ce que ça t'apporte, le sport, dans le business, justement? Franchement, pour moi, c'est comme un peu un médicament, dans le sens où ça t'aide au niveau du stress, ça m'aide à vraiment penser à autre chose et à avoir un moment pour moi, vraiment que pour moi, et à tout oublier en fait. Et du coup, le jeu, c'était, parce qu'on fait le parallèle pareil avec les cyclistes, donc il y a 5 types de cyclistes. Il y a le grimpeur, c'est celui qui est doué dans les ascensions. Tu as le sprinter, tu as le rouleur, donc celui qui a une cadence élevée, mais en plateau, vraiment sur le long terme. Le puncher, donc qui est très bon dans les derniers kilomètres, explosif, et le polyvalent. Toi, tu penses que Dicom, c'est lequel des 5? Alors, je pense qu'il est polyvalent. C'est Ah. quelqu'un qui sait aussi bien apprendre et prendre le temps d'apprendre, mais qui est aussi expert dans différents trucs. Moi, je suis un sprinter. T'es un sprinter, ok. Ouais, tac, 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 tac. Ok, Tu vois. donc en début, quoi, tu donnes tout, et puis après, tu... C'est plus, en fait, tu vois, je vais donner tout par à-coup. Avec Dicom, on est revenu sur votre parcours, sur Dear Musli, sur ce que vous faites maintenant, avec Ça reste entre nous, avec Moonbite. Et il a tiré pas mal de leçons du podcast des 3 saisons que vous avez. Il nous a dit justement que... Enfin, toi, comment tu considères l'aventure Dear Musli? Comment elle s'est terminée? Est-ce que c'est un échec ou pas pour toi? Non, pour moi, c'est pas du tout un échec. Ok. Pour moi, Dear Musli, ça a été une période d'apprentissage énorme, où on a pu prendre en maturité sur plein de sujets et s'essayer à plein de choses. Et donc du coup, après Dear Musli, l'exécution a été beaucoup plus rapide sur plusieurs projets. Enfin, ça nous a pris 1 mois pour lancer un podcast et faire quelque chose quand même de qualité à peu près. Ça nous a pris encore moins de temps pour faire un jeu de cartes. Et là, on sort une nouvelle marque. Donc, mine de rien, en peu de temps, on s'est quand même lancé et s'est essayé sur plusieurs projets. Ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Et on n'est pas allé jusque là où on voulait aller. Et en ce sens-là, ça peut être considéré comme un échec. Mais je pense plus personnel pour nous. Mais vous ne l'avez pas vécu comme tel, en tout cas, quoi. Non, Parce que tout à l'heure, dans la voiture, on parlait justement de dépression, etc. C'est pas quelque chose, vous, qui vous a amené sur un aspect mental comme ça? Non, parce Ok. qu'on s'est jamais arrêté. Ok. En fait, on a fermé Dear Musli et quasi sur la fin, en même temps, on a lancé le podcast. Donc on était en contact avec plein de potes investisseurs ou plutôt entrepreneurs qui avaient déjà eu ces problèmes. Donc on a pu vraiment parler, échanger. Donc, C'est intéressant ça, parce que du coup, vous aviez une cellule un peu quand même pour déverser un peu vos émotions, etc. Oui. Et est-ce que c'est ce qui a amené, parce que je disais à Dicom, j'ai l'impression que vous avez eu un shift où vous êtes sorti un peu de tout ce qui est fame, etc. Vous avez été plus dans l'exécution, exécution et bien-être. Ouais. Et santé mentale. Et en fait, nous, dans cette émission, on veut parler santé mentale, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, j'ai l'impression que vous êtes allé vers ce truc-là de vraiment privilégier la santé mentale. Carrément. Déjà, je dirais qu'on n'a jamais été dans la fame, ou voulu être dans la fame. Je pense qu'à l'époque, on avait été sélectionné un peu comme les représentations de la diversité, un peu. Et je pense qu'on ne l'a pas forcément choisi. Après, tant mieux, on en a joué, ça nous a servi. Surtout à l'époque. Maintenant, je suis content, il y a beaucoup plus de monde. Par contre, ouais, clairement, il y a eu un shift qui a commencé quand même assez tôt. Dès Dear Musli, en fait, on parlait déjà de santé mentale.
J'expliquais souvent que j'avais eu un burn-out, etc. Ok. Et en fait, Pendant Dear Musli, tu as eu Pendant le- Dear Musli, ouais. Ok. et donc, en fait, tout ce qu'on fait, c'est un système qui est créé pour notre bien-être, pour le bien-être des gens en général. Donc, par exemple, le socle, ça va être le podcast, Moonbite, le Kidé. Ensuite, tu as ce que tu manges. Et on veut que tu manges des choses de qualité. Dear Musli à l'époque et aujourd'hui, Moonbite. Et après, il y a un truc qui est très important pour l'humain, c'est on est des animaux sociaux, donc communiquer avec les autres. Et on peut communiquer avec les autres d'une façon beaucoup plus claire, bienveillante et avec des conversations qui sont beaucoup plus profondes. Donc là, Souvent, vous avez on le évite. jeu. Et donc là, ça il y a reste le entre jeu. nous, ouais. Qui crée des conversations humaines, qui permet de réfléchir, d'avoir une réflexion interne et externe. Donc c'est vraiment en fait cet univers qui nous correspond finalement parce que c'est ce qu'on vit dans notre entourage, qu'on a voulu partager avec les gens. Et Et qu'est-ce que tu conseillerais pour garder, on finira sur ça, pour garder la santé, pour garder une bonne santé mentale, justement quand on est entrepreneur, c'est pas évident, quand on est entrepreneur, sportif et artiste, et nous on fait les parallèles sur les trois, comment on fait pour maintenir ça et pas partir en burn-out justement et faire partir les autres aussi, parce qu'on parle souvent de ça, mais même les autres, on peut les pousser au burn-out dans notre équipe, quoi. bah, c'est clair. Bah, déjà, bon, je ne suis pas expert et médecin, donc voilà. Je vais juste donner moi mon avis personnel. Je dirais une chose à faire. Il y a pas mal de podcasts aujourd'hui qui existent sur la santé mentale qui invitent des experts, donc j'invite vraiment tout le monde à les écouter. Deuxième chose, c'est pour les entrepreneurs en tout cas, le corps. Faites bougez votre corps, faire des exercices, même 10 minutes tous les matins. Ça peut être de la relaxation, ça peut être de la marche rapide, ça peut être courir. Mais tout ça, en fait, ça vient dégager toi, ce poids qui est mental, mais qui est aussi finalement physique et qui te donne cette impression de ne jamais finir un travail, tu vois. Et qui te rend... tu as l'impression d'être complètement paresseux, etc. Alors qu'en fait, c'est juste mental. Donc je dirais ça. Pour les sportifs qui ont une dépression, bah, je pense que c'est différent. Là, je ne sais pas vraiment, parce que je ne suis jamais à ce niveau-là, je ne peux pas répondre. Mais je pense que c'est autre chose. Ouais, ok. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Et Hein. j'attends, tu m'as teasé un épisode justement sur la dépression, Ouais. sur les créateurs de D'économie. contenu Ouais. qui sont beaucoup dans la dépression. Nous, on a fait un événement. Cédric, il sort, d'ailleurs, je fais la promo, il sort un court-métrage sur le cyberharcèlement. On Et regardera. on a échangé pas mal sur ces sujets d'harcèlement, que ce soit au travail, que ce soit scolaire, que ce soit sur les réseaux, de dépression des créateurs. Donc je pense que ton épisode, il va être Ouais, je pense que ça va être intéressant. On va toucher donc aux créateurs de contenu, mais vraiment même aux entrepreneurs en général. Et là, on commence à faire des épisodes où on va vraiment même plus profond dans nous, personnellement, comment les gens autour de nous ont vécu la dépression. Donc ouais, ce podcast, il va être trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci.